Elle pensait avoir échappé à son cauchemar. Mais la nature sauvage avait d'autres plans pour elle. Puis, surgissant des ombres, un sauveur inattendu fit son apparition. Merci infiniment d'avoir regardé, et merci pour tous vos commentaires. Dites-moi à la fin si l'histoire vous a plu, d'où vous nous regardez et pourquoi vous suivez cette aventure. Isabelle Valmont contemplait la marque violacée qui se formait sur son poignet, une ombre sombre contrastant avec la pâleur de sa peau. Une trace de plus à dissimuler sous ses longues manches, malgré la chaleur étouffante de l'été à Saint-Roch. Son mari, Henri, autrefois charmant et attentionné, était devenu de plus en plus hostile au cours de leurs 5 années de mariage, ses dettes de jeu s'accumulant au même rythme que ses colères. « Tu ne vaux rien !» avait craché Henri plus tôt dans la soirée, l'haleine lourde de whisky. « Sans l'argent de ton père, je me serais débarrassé de toi depuis des années. » Isabelle grimaça à ce souvenir, tandis qu'elle bouclait un petit sac au cœur de la nuit, les mains tremblantes. Elle en avait assez enduré. Une fois Henri sombré dans l'inconscience de l'ivresse, elle avait saisi l'occasion pour récupérer l'acte de propriété de leur maison, l'un des rares biens encore à son nom, ainsi que l'argent liquide. Elle avait économisé en secret pendant des mois. Son plan était désespéré, mais nécessaire. L'horloge du grand-père au rez-de-chaussée sonna 3 fois, alors qu'Isabelle rédigeait une brève note. « Je suis partie rendre visite à ma cousine Marie. Ne m'attends pas de sitôt. » Un mensonge, mais cela lui ferait gagner du temps. Marie était décédée 2 ans auparavant, mais Henri, dans son égoïsme, l'avait oublié. L'aube pointait à peine lorsqu'Isabelle monta dans un train en direction de l'ouest. La gare était presque déserte, le brouillard flottant bas sur les rails comme un voile protecteur. Elle portait sa robe la plus simple, un bonnet tiré bas pour cacher son visage. Avec la vente de son alliance la semaine précédente, elle avait assez d'argent pour commencer une nouvelle vie, quelque part au loin. « Un billet pour Grandfort, s'il vous plaît, » dit-elle au guichetier. Elle avait choisi le carrefour le plus fréquenté, là où elle pourrait disparaître dans la foule et organiser la suite de son voyage. Le train s'ébranla, les roues d'acier grinçant contre les rails. Isabelle regarda Saint-Roch rétrécir au loin, le cœur battant à la fois de terreur et d'une étrange exaltation. Elle avait pris des dispositions avec un notaire pour vendre la maison et transférer les fonds vers une banque à Val-des-Mines, sous son nom de jeune fille, Leroux. Henri serait furieux lorsqu'il découvrirait sa tromperie, mais d'ici là, elle serait hors de sa portée. « C'est la première fois que vous voyagez seule, madame ?» demanda une vieille femme assise en face d'elle. Isabelle acquiesça, ajustant ses gants pour cacher son poignet meurtri. « Oui, c'est toute une aventure. »« Soyez prudente dans l'Ouest, » avertit la femme. « Ce n'est pas comme nos villes de l'Est. Les territoires peuvent être sans loi. »« C'est peut-être exactement ce qu'il me faut, » murmura Isabelle, plus pour elle-même que pour sa compagne. « Un endroit où le passé ne peut pas me suivre. » Pendant 3 jours, Isabelle voyagea vers le couchant, changeant de train à Grandfort comme prévu. Elle acheta des cartes et des guides, les étudiant à la lueur de la lampe dans sa chambre d'hôtel. Les hautes terres l'appelaient, une région assez reculée pour se cacher, mais assez développée pour offrir une opportunité à une femme seule. À Val-des-Mines, elle retira l'argent de la vente de la maison. Henri avait toujours sous-estimé son intelligence, ne se doutant jamais qu'elle comprenait les affaires. Le banquier la regarda avec suspicion, peu habitué à voir des femmes manipuler de telles sommes. « Votre mari autorise cette transaction, madame ?» demanda-t-il. « Mon défunt mari a pris ses dispositions, »
mentit Isabelle avec aisance. « Je suis veuve et je voyage pour rejoindre le foyer de mon frère. » L'expression du commis s'adoucit de pitié. « Mes condoléances, Madame Leroux. » Isabelle acheta des provisions, des vêtements pratiques, des bottes solides et un petit revolver qu'elle savait à peine utiliser, mais qu'elle se sentait plus en sécurité de posséder. La diligence vers Fort-Rivière serait un trajet pénible, mais chaque kilomètre augmentait la distance avec sa vie passée. Le voyage s'avéra plus difficile que prévu. L'essieu de la diligence se brisa 2 jours après l'entrée dans les territoires sauvages, bloquant les passagers dans un relais isolé pendant les réparations. 3 jours au moins, annonça le conducteur en s'excusant. Isabelle, agitée et anxieuse face à ce retard, prit une décision fatidique. Un commerçant se dirigeait vers le nord-ouest avec un petit convoi de chariots. « Je peux vous emmener jusqu'à la garnison ?» proposa-t-il lorsqu'elle se renseigna. Moyennant finance, bien sûr. Contre tout bon sens, Isabelle rejoignit la petite caravane. Mais les cartes du commerçant s'avérèrent obsolètes et une tempête de fin d'été désorienta le groupe. Lorsqu'ils établirent le campement près d'un passage de rivière, Isabelle se réveilla pour découvrir que les chariots avaient disparu. Erreur ou abandon délibéré, elle ne le saurait jamais. Seule dans l'immensité des hautes terres, Isabelle erra pendant 2 jours, rationnant ses maigres provisions. Le paysage, magnifique mais impitoyable, s'étendait dans toutes les directions. Au 3e jour, sa réserve d'eau était épuisée. La faim et la peur embrouillaient ses pensées, alors qu'elle trébuchait à travers une prairie, ses bottes fines déchiquetées par le terrain rocailleux. « Que Dieu me vienne en aide !» murmura-t-elle en s'effondrant sous un grand peuplier, alors que le soleil commençait à se coucher. Le hurlement lointain des loups fut porté par le vent, alors que l'obscurité rampait sur la terre. Isabelle ramena ses genoux contre sa poitrine et pleura, non pas pour le mari qu'elle avait fui, mais pour la liberté qu'elle ne goûterait jamais vraiment. Coda apparut silencieusement à travers le crépuscule naissant, ses sens en alerte au moindre son et mouvement dans le paysage environnant. Guerrier respecté de son clan, il traquait un petit troupeau de wapitis depuis 2 jours, loin du campement actuel des siens. La chasse l'avait mené plus profondément qu'il ne l'avait prévu, en territoire contesté, où non seulement les tribus rivales, mais aussi les colons et les patrouilles militaires représentaient un danger. Son peuple avait besoin de viande avant l'arrivée du rude hiver. L'année passée avait été difficile, les soldats envahissant de plus en plus les terrains de chasse traditionnels et forçant les peuples natifs vers des territoires plus restreints. Coda, du haut de ses 35 hivers, avait été témoin de ce monde changeant avec une inquiétude croissante. Le vent tourna soudainement, portant une odeur inconnue. Coda arrêta son cheval tacheté, ses yeux sombres scrutant le terrain devant lui. Pas du wapiti, de l'humain, et pas de son peuple. Il mit pied à terre sans un bruit, attachant sa monture à une branche basse avant d'avancer à pied. Des années de chasse lui avaient appris à se déplacer avec la furtivité d'un puma, chaque pas calculé et inaudible. En franchissant une petite crête, il repéra la source du trouble. Une femme blanche, recroquevillée sous un peuplier, ses vêtements déchirés et sales, son corps secoué de sanglots. Le premier instinct de Coda fut de battre en retraite. Les femmes blanches signifiaient des hommes blancs à proximité, et les hommes blancs
signifiait inévitablement des ennuis. Mais quelque chose le retint sur place. La femme était clairement seule et en détresse. Même de loin, il pouvait voir qu'elle n'était pas préparée pour la vie sauvage. Ses vêtements inappropriés et son manque de provisions suggéraient qu'elle n'avait pas prévu d'être ici. « Une égarée », murmura-t-il pour lui-même. La décision devant lui était compliquée par l'histoire et l'expérience. Son peuple avait grandement souffert aux mains des colons. Pourtant, les voix de ses ancêtres enseignaient que le caractère d'un homme se révélait dans la façon dont il traitait ceux dans le besoin. Après un moment d'hésitation, Koda s'approcha, faisant juste assez de bruit avec ses pas pour l'alerter de sa présence sans l'effrayer inutilement. La tête d'Isabelle se releva brusquement au son. Son visage, strié de larmes, passant du désespoir à la terreur, alors qu'elle reculait contre le tronc de l'arbre. « S'il vous plaît, » haleta-t-elle en levant les mains pour se défendre. « Je n'ai rien de valeur. » Koda s'arrêta à plusieurs pas, levant ses paumes vides pour montrer qu'il ne portait aucune arme. « Tu es perdu, » dit-il, son accent prononcé, mais ses mots clairs. Le commerce avec les trappeurs et les interactions occasionnelles avec les agents du gouvernement lui avaient donné une connaissance pratique de leur langue. Isabelle fixa le grand homme devant elle, ses longs cheveux noirs ornés d'une simple plume d'aigle. Ses vêtements en peau de daim et ses mocassins le marquaient indéniablement comme un natif de ces terres. Les histoires d'attaque avaient rempli les journaux de l'Est, alimentant les peurs. Pourtant, l'homme devant elle ne faisait aucun geste menaçant. « Oui, » admit-elle après un long moment. « Les chariots, ils sont partis sans moi. » Sa voix se brisa sous l'effet de la soif et de l'épuisement. Koda attrapa lentement sa gourde en peau, la tendant vers elle. « Bois », ordonna-t-il. Isabelle n'hésita que brièvement avant que le désespoir ne surmonte la peur. Elle accepta la gourde, buvant avidement l'eau fraîche qu'elle contenait. « Merci, dit-elle, en s'essuyant la bouche du revers de la main, un geste inconvenant qui aurait scandalisé son ancien cercle social. « La nuit vient, » observa Koda, en jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. « Pas sûr ici. Les loups chassent bientôt. » Isabelle frissonna à cette pensée. « Je ne sais pas où aller. Je marche depuis des jours. »« Pas de village proche, » l'informa Koda. « La garnison de Fort-Rivière est à environ 4 jours de cheval, » annonça-t-il. Il examina son état avec un regard critique. « Tu ne survivras pas seul. » Cette évaluation brutale frappa Isabelle par sa justesse. L'orgueil et les convenances semblaient dérisoires face à la réalité d'une mort par le froid ou sous les crocs des prédateurs. « M'aiderez-vous » demanda-t-elle sans détour, surprise par sa propre audace. Koda considéra la demande en silence. Amener une femme blanche au campement de son peuple créerait des complications. Pourtant, l'abandonner à une mort certaine violait tout ce en quoi il croyait en matière d'honneur et de courage. « Je t'emmènerai en lieu sûr, » décida-t-il enfin. « Demain, nous aviserons. » Le soulagement inonda le visage d'Isabelle. « Je m'appelle Isabelle, » offrit-elle, avant d'hésiter et d'ajouter « Isabelle Leroux ». Le nom de son mari était mort avec son ancienne identité. « On m'appelle Koda, » répondit-il. « Cela signifie « celui qui combat » dans ma langue. » Il l'aida à se relever, la soutenant lorsqu'elle vacilla de faiblesse. « Sais-tu monter ?» demanda-t-il. « Cela fait bien des années, » admit-elle. « Tu monteras avec moi alors, » déclara-t-il d'un ton factuel. « Nous établirons le camp bientôt, pas ici.
Alors que le crépuscule s'épaississait autour d'eux, Coda guida Isabelle vers l'endroit où son cheval attendait patiemment. Avec une efficacité née de la nécessité, il l'aida à se mettre en selle avant de grimper derrière elle. Isabelle se tint d'abord rigide, mal à l'aise avec la proximité de cet étranger. Mais alors qu'il chevauchait à travers l'obscurité grandissante, l'épuisement l'emporta sur la pudeur, et elle se retrouva appuyée contre sa présence solide. Coda guida sa monture vers un petit vallon abrité qu'il avait repéré plus tôt. Un ruisseau fournissait de l'eau fraîche, et la formation rocheuse offrait une protection contre le vent et les regards indiscrets. Avec des gestes rodés, il établit un campement sommaire, allumant un feu assez petit pour ne pas attirer l'attention, mais suffisant pour repousser la fraîcheur de la nuit. « Mange !» ordonna-t-il, offrant à Isabelle des lanières de viande séchée, tirées de ses provisions. Tandis qu'elle mâchait cette nourriture coriace, mais nourrissante, Isabelle étudia son sauveur inattendu à la lueur des flammes. Ses traits étaient forts et burinés, ses yeux observateurs et intelligents. Rien à voir avec les sauvages dépeints dans les journaux de l'Est. « Pourquoi m'aidez-vous » finit-elle par demander. Coda tisonna le feu avec un bâton, réfléchissant à sa réponse. « Mon peuple croit que toute action a un but. Te trouver n'était pas un hasard. » Il leva les yeux, croisant directement son regard. « Qu'est-ce qui amène une femme seule dans ces terres sauvages ?» Isabelle baissa les yeux. « Je m'enfuis, » admit-elle doucement, « d'un mari qui me voulait du mal. » Coda hocha la tête, ne réclamant aucune explication supplémentaire. « Dors maintenant, dit-il. Demain, la route sera longue. » Alors qu'Isabelle se pelotonnait près du feu, enveloppée dans une peau de bison fournie par Coda, elle réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait vraiment en sécurité. L'ironie que cette sécurité vienne sous la forme d'un guerrier des plaines, quelqu'un qu'elle aurait craint sans poser de questions quelques jours auparavant, ne lui échappa pas alors que l'épuisement l'entraînait dans un sommeil profond et sans rêve. La lumière du matin filtrait à travers les arbres lorsqu'Isabelle se réveilla, momentanément désorientée par son environnement. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire, son errance désespérée, la rencontre avec Coda, la nuit passée dans ce campement de fortune. Elle s'assit, grimaçant sous la raideur de ses muscles. Coda était déjà réveillé, accroupi près du ruisseau, remplissant sa gourde. Il la salua d'un signe de tête. « Nous partons bientôt, dit-il, beaucoup de kilomètres avant la nuit. » Isabelle tenta de lisser ses cheveux emmêlés, cruellement consciente de son apparence négligée. Un tel souci semblait trivial compte tenu de sa situation, pourtant les vieilles habitudes avaient la vie dure. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Il y a un comptoir de traite à une journée de cheval, » expliqua Coda. « Un homme blanc nommé Maclaren le tient, un homme juste. Il pourra arranger ton passage jusqu'à Fort-Rivière. » Isabelle considéra cette information. La garnison avait été sa destination initiale, un endroit où elle pourrait recommencer à zéro. Pourtant, face à la réalité de sa situation, seule, avec des fonds qui s'amenuisaient et aucune relation, le doute s'insinuait. « Que ferez-vous après m'avoir amené là-bas ?» demanda-t-elle, surprise par son intérêt pour la vie de cet homme. Coda arrima ses affaires à son cheval avant de répondre. « Retour vers les miens. L'hiver arrive bientôt. Il faut se préparer. » La simplicité pratique de sa réponse soulignait la vaste différence entre leurs mondes. Isabelle n'avait jamais eu à se soucier de sa survie élémentaire. Même dans sa fuite, elle s'était reposée sur des routes établies
et des services payants. Alors qu'il se préparait à partir, Isabelle tenta de mettre de l'ordre dans le camp, rassemblant les branches qui lui avaient servi de lit. Coda observa avec une légère curiosité. « Merci, dit-elle, désignant à la fois le camp et son assistance. Je serais morte sans votre aide. » Coda hocha la tête en guise de reconnaissance. Beaucoup de Blancs seraient passés sans s'arrêter, ou pire. La vérité non dite planait entre eux. Les dangers pour un homme natif aidant une femme blanche étaient considérables dans ces territoires. Isabelle réalisa le risque qu'il avait pris. Ils voyageaient régulièrement tout au long de la matinée, Isabelle montant à nouveau en croupe derrière Coda. La gêne initiale de leur proximité physique s'était estompée avec la nécessité et l'habitude. Alors que les kilomètres défilaient sous les sabots du cheval, Isabelle se surprit à étudier le paysage avec un regard nouveau, notant les sources d'eau, les plantes comestibles que Coda lui indiquait parfois, les repères qui pouvaient guider un voyageur. « Comment savez-vous quel chemin prendre ?» demanda-t-elle lors d'une brève halte. « Il n'y a ni route, ni panneau. » Coda la regarda avec une légère surprise. « La terre parle. Le soleil donne la direction. Les montagnes montrent la voie. » Il fit un geste vers les pics lointains. « Mon peuple parcourt ces territoires depuis des générations. Les miens comptent sur des cartes et des boussoles, » répondit Isabelle. « Je n'ai jamais appris à lire la terre elle-même. » Les cartes changent, la terre reste, fut la réponse simple mais profonde de Coda. Les hommes blancs tracent des lignes sur du papier, prétendent que cette terre leur appartient. Mais la terre n'appartient à personne. Isabelle réfléchit à ces paroles. Pourtant, nous la prenons quand même. Oui, un seul mot, chargé d'histoire et de conflits. Ils poursuivirent leur route, ne rencontrant aucun autre voyageur. À la mi-journée, Isabelle remarqua que Coda devenait de plus en plus alerte, ses yeux scrutant les environs avec une fréquence accrue. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Nous approchons des frontières, » expliqua-t-il. « Territoire où différents peuples chassent. Il faut être prudent. » Comme invoqué par son avertissement, le bruit lointain de sabots leur parvint. Coda guida immédiatement sa monture dans un bosquet de peupliers, mettant pied à terre et aidant Isabelle à descendre en un mouvement fluide. « Reste ici, » ordonna-t-il, en attachant solidement son cheval. « Ne bouge pas. » Isabelle le regarda se déplacer silencieusement vers l'orée des arbres, se fondant dans les ombres avec une habileté remarquable. Son cœur battait la chamade, alors que le bruit des sabots se rapprochait. À travers les brèches du feuillage, elle aperçut un groupe de cavaliers passer, 5 hommes à cheval, leur apparence ne les marquant ni comme natifs, ni comme colons typiques. Ils avaient l'air rudes, avec des barbes hirsutes et des vêtements usés, portant des fusils en travers de leurs selles. « Des trappeurs, dit Coda, lorsqu'il revint à ses côtés, ou des chasseurs, peut-être des déserteurs de l'armée, pas des hommes bons. »« Comment pouvez-vous le savoir ?» chuchota Isabelle, bien que les cavaliers fussent déjà hors de portée de voix. « La façon dont ils se tiennent à cheval, les yeux qui cherchent toujours ce qu'ils peuvent prendre. » L'expression de Coda s'assombrit. Il n'aurait pas aidé une femme seule. Mieux vaut qu'il ne te voie pas avec un guerrier. L'implication était assez claire. Isabelle frissonna à l'idée de ce qui aurait pu arriver si ces hommes l'avaient trouvée à la place de Coda. « Nous attendons que ce soit sûr, décida-t-il, s'installant près d'elle dans les sous-bois dissimulateurs. Tandis qu'ils attendaient, Isabelle se surprit à partager davantage de son histoire, son mariage malheureux, le jeu et les abus d'Henri, son plan désespéré pour s'échapper. Coda écouta sans juger,
posant parfois des questions qui révélaient sa fine compréhension de la nature humaine. « Ton mari, dit-il quand elle eut fini, valorise les possessions plus que les personnes. Cette maladie affecte beaucoup d'hommes blancs. » « Tous les hommes blancs ne sont pas comme Henri, » se sentit obligée de dire Isabelle, bien qu'elle réalisât que sa défense sonnait creux, vu ce que l'expansion avait coûté au peuple natif. « Non, » convint Coda. « Certains sont pires, » mais il ajouta, « certains mieux, comme Maclaren au comptoir. Juge les hommes par leurs actes, pas la couleur de leur peau. » Lorsque Coda jugea qu'il était sûr de continuer, ils reprirent leur voyage, empruntant un itinéraire plus détourné pour éviter une autre rencontre avec les cavaliers. Le détour ajouta des kilomètres à leur périple, et le crépuscule les trouva encore loin de leur point d'arrêt prévu. « Nous campons ici, » annonça Coda, choisissant une position défendable contre une paroi rocheuse. Alors qu'ils s'installaient pour la nuit, Isabelle se trouva étrangement à l'aise dans cette nouvelle routine. Coda bougeait avec un but efficace, enseignant sans condescendance, alors qu'il lui montrait comment rassembler certaines plantes pour compléter leur repas et construire un feu produisant un minimum de fumée. Sous le vaste ciel étoilé, Isabelle ressentit une liberté qu'elle n'avait jamais connue dans les confins de Saint-Roch. « C'est magnifique ici, » observa-t-elle, malgré les dangers. « Beauté et danger marchent souvent ensemble, » répondit Coda. « Comme la vie et la mort ne peuvent se séparer. »« Votre langue est très bonne, » nota Isabelle. « Comment l'avez-vous apprise ?»« École de mission quand j'étais garçon, » répondit-il, le ton neutre. « Puis le commerce, l'écoute. Il faut connaître les mots de l'ennemi pour survivre. »« Suis-je votre ennemi ?» La question lui échappa avant qu'Isabelle ne puisse en peser les implications. Coda étudia son visage à la lueur du feu. « L'ennemi est celui qui souhaite du mal. Tu ne souhaites aucun mal. » La vérité simple de son évaluation émut Isabelle de manière inattendue. À Saint-Roch, les relations étaient masquées par les conventions sociales et les fausses politesses. La franchise de Coda était rafraîchissante, bien que déstabilisante. « Que feras-tu à Fort-Rivière » demanda-t-il. « Une femme seule fait face à des difficultés. » Isabelle s'était posé la même question à maintes reprises. « J'ai un peu d'argent, » dit-elle, « peut-être assez pour établir un petit commerce, une boutique ou une pension. » Le plan semblait précaire, même à ses propres oreilles. « L'hiver vient bientôt, » lui rappela Coda. « Le fort devient calme au temps des neiges. Peu de voyageurs. » Son observation pratique soulignait un autre aspect de sa nouvelle réalité qu'elle n'avait pas considéré. L'assurance d'Isabelle vacilla visiblement. « Je n'ai nulle part ailleurs où aller, » admit-elle. « Je ne peux pas retourner à l'est. » Coda ajouta du bois au feu, ses mouvements délibérés. « Il y a toujours des choix, dit-il. Parfois, nous ne pouvons pas les voir jusqu'à ce que le chemin change. » Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, Isabelle se surprit à se demander quel choix pourrait encore se révéler lors de ce voyage inattendu. Pour la première fois depuis sa fuite, l'avenir ne semblait pas simplement être une échappatoire désespérée, mais une route avec de véritables, bien qu'incertaines, possibilités. L'aube se leva avec un brouillard inattendu enveloppant le paysage. Coda étudia la brume avec des yeux inquiets. « Le temps change, » observa-t-il. « La tempête vient des montagnes. » Isabelle jeta un coup d'œil aux lourds nuages qui s'accumulaient à l'horizon. « Atteindrons-nous le comptoir avant qu'elle ne frappe ?»« Si nous chevauchons dur, » répondit Coda
emballant déjà leur campement sommaire. « Les tempêtes de montagne sont dangereuses, dit-il. Elles apportent parfois la neige en avance. » Ils forcèrent l'allure, l'urgence d'échapper au mauvais temps, ajoutant une tension à leur périple. À la mi-journée, la température avait chuté de façon notable et des rafales de vent pliaient les herbes de la prairie. Isabelle se blottit davantage contre la chaleur de Coda, reconnaissante pour sa présence solide. « Là !» dit enfin Coda, pointant une fine colonne de fumée s'élevant au loin. Le comptoir de McLaren. Le soulagement envahit Isabelle, bien que mêlé d'une réticence inattendue. Leur arrivée signifiait la fin de cet étrange interlude avec Coda, un retour au monde des colonies blanches et ses réalités complexes. Le comptoir de traite se matérialisa progressivement à travers la brume. Une structure robuste en rondins, flanquée de dépendances, entourée d'une palissade en bois. À leur approche, un homme émergea du bâtiment principal, fusil en main. « Déclinez votre identité !» lança-t-il, avant de s'interrompre en reconnaissant Coda. « Eh bien, je ne m'attendais pas à te voir avant les premières neiges, l'ami. » McLaren salua Coda d'un hochement de tête. « J'ai trouvé une égarée. » Il désigna Isabelle. James McLaren, un homme à la carrure de tonneau, au visage buriné et à la barbe grisonnante, évalua Isabelle avec surprise. « Madame, » reconnut-il en abaissant son fusil, « vous êtes à une bonne distance de toute civilisation. »« Elle a besoin d'un passage jusqu'à Fort-Rivière, » expliqua Coda, en aidant Isabelle à descendre de cheval. Ses jambes tremblaient après la longue chevauchée, et McLaren remarqua son épuisement. « Entrez tous les deux, » invita-t-il. « La tempête se prépare méchamment. Personne ne voyagera nulle part aujourd'hui. » L'intérieur du comptoir était étonnamment confortable. Une grande pièce avec une cheminée centrale, des étagères garnies de marchandises et plusieurs tables grossièrement taillées. Une femme, native, que McLaren présenta comme son épouse, étoile du matin, leur apporta du thé chaud et des bols de ragoût. « Ma femme est du peuple des plaines, » expliqua McLaren, notant la surprise d'Isabelle. « Mariée depuis 15 ans maintenant. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Étoile du matin sourit aux paroles de son mari, mais dit peu de choses, se déplaçant efficacement dans le poste. Isabelle observa avec intérêt le partenariat aisé entre eux. Pendant qu'ils mangeaient, Isabelle expliqua sa situation à McLaren, omettant certains détails, mais exprimant son besoin d'atteindre Fort-Rivière pour s'y établir. « Le fort n'est plus ce qu'il était, » prévint McLaren. « Le trafic fluvial a baissé depuis que le chemin de fer a percé. Toujours est-il qu'il y a des opportunités pour ceux qui veulent travailler. »« Je n'ai pas peur du travail, » l'assura Isabelle. « Un chariot de ravitaillement se dirige par là la semaine prochaine, » proposa McLaren. « Je pourrais arranger le passage pour vous, bien que... » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre vers le ciel assombri. « Cela pourrait être retardé si cette tempête s'installe. » La perspective d'attendre au comptoir pendant des jours n'inquiétait pas Isabelle autant qu'elle aurait pu le faire plus tôt. Le voyage lui avait enseigné la patience et l'adaptabilité. À l'approche du soir, la tempête prédite arriva avec toute sa force, le vent hurlant, poussant une pluie verglaçante contre les murs du comptoir. McLaren insista pour qu'Isabelle et Coda restent comme ses invités.
Aucun sens à risquer le temps, dit-il. Étoile du matin à préparer les quartiers d'invités. Plus tard, alors qu'Isabelle était assise près du feu pendant que Maclaren et Coda discutaient affaires, Étoile du matin s'approcha avec une tasse de tisane. « Tu voyages loin ?» observa la femme dans un français accentué. « Pour un nouveau commencement. » Isabelle accepta le thé avec gratitude. « Oui, j'espère commencer une nouvelle vie. » Étoile du matin l'étudia pensivement. « Je vois une force en toi, comme la pierre de rivière. L'eau la façonne, mais ne peut la briser. » Le compliment inattendu toucha Isabelle. « Je ne me sens pas très forte, » admit-elle. « Tout ce que j'avais prévu a mal tourné. »« Les plans sont comme la brume du matin, » répondit Étoile du matin avec une sagesse tranquille. « Le soleil se lève, la brume change. Cela ne signifie pas que le chemin est mauvais. » Isabelle médita ces paroles en sirotant le thé parfumé. À travers la pièce, elle surprit Coda en train de la regarder, son expression indéchiffrable. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir malgré le confort des lieux, Isabelle s'enveloppa dans une couverture et retourna dans la salle commune. Le feu avait baissé, projetant des ombres douces à travers l'espace vide, ou ce qu'elle avait cru vide. Coda était assis immobile près de l'âtre, semblant perdu dans ses pensées. « Je ne pouvais pas dormir, » expliqua doucement Isabelle, ne voulant pas s'imposer. « Les voix de la tempête sont fortes ce soir, » reconnut-il, lui faisant une place près du feu. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant plusieurs minutes, avant qu'Isabelle ne parle à nouveau. « Je ne vous ai jamais correctement remercié de m'avoir sauvé la vie. »« Nul besoin de remerciements entre amis, » répondit Coda. « Amis ?» Le mot se posa entre eux, simple pourtant profond. En quelques jours seulement, cet homme d'un monde entièrement différent du sien était devenu plus qu'un sauveur. Il était devenu quelqu'un en qui elle avait confiance. Peut-être la première personne en qui elle avait vraiment confiance depuis des années. « Que ferez-vous » demanda-t-elle. « Après ton départ d'ici, retourner au camp d'hiver de mon peuple, » répondit-il, « au-delà des collines du nord, pour traiter les fourrures quand la neige fondra. » Isabelle essaya d'imaginer sa vie, les rythmes saisonniers, la communauté, le savoir ancestral de la survie, si différent des structures sociales rigides de Saint-Roch ou même des villes frontalières. « Maclaren et Étoile du matin semblent heureux, » observa-t-elle, bien que venant de mondes différents. Coda hocha la tête. « Ils choisissent leur chemin ensemble. Pas un chemin facile, mais un chemin vrai. »« Un tel choix est-il toujours possible ?» demanda Isabelle, ne sachant pas tout à fait ce qu'elle demandait vraiment. Coda se tourna pour lui faire face directement. « Tu te tiens à la croisée des chemins, Isabelle Leroux. De nombreux sentiers s'offrent à toi. Lequel choisirais-tu » La question la surprit elle-même. Au lieu de répondre immédiatement, Coda prit lentement sa main, la tournant, paume vers le haut. De ses doigts délicats, il traça les lignes qui s'y trouvaient. Un geste intime qui l'aurait scandalisé il y a quelques semaines, mais qui semblait maintenant naturel. « Ligne de vie, » dit-il, en traçant un sillon. « Changement ici. » Son doigt s'arrêta à un point où la ligne bifurquait. « Nouvelle direction. » « Et que contient cette nouvelle direction ?» chuchota Isabelle. « Le choix est tien, » dit Coda. « Fort-Rivière offre une vie. D'autres chemins existent. » L'implication resta suspendue dans l'air entre eux.
Isabelle étudia son visage à la lueur du feu. Elle ne voyait pas un étranger, issu d'une culture redoutée, mais un homme d'honneur et de sagesse, qui lui avait montré plus de bonté que n'importe quel gentilhomme de la bonne société. « Si je choisissais un autre chemin, dit-elle prudemment, votre peuple accepterait-il une femme blanche parmi eux ?» Koda considéra sa question sérieusement. Certains accueilleraient, d'autres non. Le changement est difficile pour tous les peuples. Il marqua une pause. Mais le camp d'hiver a besoin d'un enseignant pour les enfants. Tu as ce savoir. Vous m'offrez une place ? Clarifia Isabelle, croyant à peine à la tournure que prenait leur conversation. J'offre un choix, corrigea Koda. Pas de chaîne, pas de promesse au-delà de l'hiver. Quand le printemps viendra, tu décideras à nouveau. La proposition était totalement inattendue et pourtant étrangement appropriée. Isabelle avait fui Saint-Roch en quête de liberté et d'un nouveau départ. Fort-Rivière représentait un compromis, restant au sein de la société blanche avec tous ses jugements et ses contraintes. « Je ne connais rien de vos coutumes, » admit-elle. « Tu apprends, j'enseigne. » La simplicité de Koda rendait l'impossible accessible. Étoile du matin aussi était autrefois étrangère à une vie différente. Maintenant, elle marche dans les deux mondes. La lumière du matin trouva Isabelle debout à côté de Maclaren, à la porte du comptoir, regardant Koda préparer son cheval pour le départ. « Vous êtes certaine de votre coup ?» demanda Maclaren pour la 3e fois. « Vivre avec le clan tout l'hiver n'est pas une mince affaire pour une femme de la ville. »« Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit, » répondit Isabelle, se surprenant de la vérité de ses paroles. « Eh bien alors, gloussa Maclaren, je ferais mieux de préparer des provisions différentes de ce que j'avais prévu. Étoile du matin vous conseillera sur ce dont vous aurez besoin. » La tempête était passée, laissant le monde lavé et lumineux. Alors qu'Isabelle s'approchait de Koda, sa décision formellement prise, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « Je choisis le sentier du Nord, » lui dit-elle, « pour l'hiver au moins. » Koda hocha la tête, un rare sourire transformant ses traits sérieux. « La terre t'enseignera comme elle m'a enseigné. » « Et après l'hiver ?» Isabelle ne put s'empêcher de demander. « Après l'hiver vient le printemps, » répondit-il. « Nouveau choix. Mais d'abord, nous survivons à l'hiver ensemble. » 3 jours plus tard, Isabelle chevauchait vers le nord aux côtés de Koda, correctement équipée grâce au conseil d'Étoile du matin. Le comptoir de traite avait disparu derrière eux, et Fort-Rivière se trouvait dans la direction opposée. Une possibilité différée, mais pas abandonnée. Isabelle toucha le petit carnet dans sa poche, sa seule concession à son ancienne vie. Elle y avait écrit « Je suis venue dans l'Ouest cherchant une échappatoire, et j'ai trouvé à la place une porte vers un monde que je n'avais jamais imaginé. Quoi qu'il advienne, je choisis ce chemin librement, les yeux et le cœur grands ouverts. » Alors qu'il franchissait une colline, Koda montra des signaux de fumée lointains s'élevant dans le ciel clair. « Mon peuple nous souhaite la bienvenue, » dit-il. Isabelle redressa les épaules, faisant face à l'avenir inconnu avec un courage nouveau. La femme qui avait fui Saint-Roch dans la peur s'était évanouie, remplacée par celle qui chevauchait volontiers vers une vie différente. Que ce fût pour une saison ou plus longtemps, restait à voir, mais pour l'instant, le choix lui-même était une liberté suffisante.